Ça va bientôt faire 3 ans que je vis de ma musique, et ça, c'est spécifiquement grâce au fait qu'elle est disponible gratuitement en ligne. Maintenant, quand je dis ça, peut-être que la plupart dans la tête des gens ici, ça sonne comme quelque chose qui semble illogique, quelque chose qui a besoin d'être expliqué, parce que d'habitude, si les gens donnent quelque chose gratuitement, mais ils ne réussissent pas à en vivre. Et donc, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer comment Internet a vraiment changé ma vie, puis comment je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, parce que quand je suis né, puis j'étais petit, puis j'ai développé mes rêves d'un jour être un artiste, mais Internet, ça n'existait pas. Alors, tout a commencé quand j'étais petit. Moi, dès l'âge de 8 ans, je savais que je voulais être un créateur dans la vie. Je savais que je m'intéressais à l'art, je voulais créer, je voulais utiliser mon imagination dans la vie. Fait que quand j'étais petit, je faisais des dessins, j'écrivais des patentes, j'inventais plein de choses comme la plupart des enfants, mais peut-être la différence, c'est que moi, je le savais, je voulais absolument devenir écrivain. Mais avec le temps, j'ai découvert d'autres petites choses par-ci par-là. En tant qu'adolescent, j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Puis, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai décidé, non, je veux plus être écrivain, je veux être rappeur. Et puis, vous pouvez croire au grand contentement de ma mère, évidemment. Je me suis lancé dans le sous-sol de mes parents dans mes débuts du rap, c'est-à-dire littéralement sur des instrumentaux qui ne m'appartenaient pas, que je trouvais par-ci par-là, sur des CD, empruntés à des amis, puis je gribouillais des affaires, etc. Puis j'ai continué à faire ça tout le long de mon secondaire, tout le long de mon cégep aussi, sauf que je faisais juste écrire, juste chanter, juste rapper. Je me suis jamais intéressé à la question de la diffusion, à la question de la distribution. Dans ma tête, j'étais un artiste trop noble pour m'intéresser à la business. Et finalement, ce que ça a fait, c'est que à 23 ans, à 22 ans, j'étais rendu à l'université, à McGill. Ça faisait 12 ans que je rappais quasiment. Puis, j'avais pas fait de show. J'avais pas sorti d'album, mais j'avais 12 ans d'expérience de rap dans le corps. Fait qu'à vers 22 ans, je me suis dit, bon, écoute, la carrière d'artiste, ça marchera pas. J'ai quasiment fini mon bac en littérature. En ce moment, mon plan principal, c'est probablement de devenir prof au cégep. Puis, est arrivé quelque chose de tout à fait non prévu. Avec ma gang de chums à la Claire ensemble, on a décidé de se faire du fun puis de faire de la musique sans but précis. Donc, quand j'ai commencé à distribuer de la musique, il n'y avait pas l'espèce de master plan d'écoute, on va la donner gratuitement, puis là, ça va faire ci, puis là, ça va faire ça. Non, on était juste une gang de chums, cette gang de chums-là. Puis comme vous pouvez voir, donner sa musique, ça permet d'acheter un jet privé. C'est pas vrai, ça, c'est pas notre jet privé. En fait, on est récemment allé à Sudbury faire un show, puis on est allé dans ce magnifique petit avion. Mais grosso modo, avec ma gang de chums qui est là, on s'est dit, écoutez, la plupart des membres, sauf moi dans le groupe, ont eu des expériences avec l'industrie de la musique. Ils ont en disqué. Certains ont eu du succès, d'autres moins. D'autres ont eu des bonnes expériences avec l'industrie de la musique et l'industrie du disque, d'autres non. Mais là, on s'est dit, on est intéressé à essayer quelque chose de nouveau. On va juste faire des tunes pour le fun. Puis quand elles vont être prêtes, on a décidé de juste faire, écoute, les tunes, on les a faites de manière vraiment juste familiale, vraiment juste la gang de chums dans le studio. Fait qu'on n'a pas d'ambition monétaire avec ça. On va pas essayer de faire un deal de business ou quelque chose comme ça. Fait qu'on s'est juste dit, qu'est-ce qu'il y a sur Internet qui nous permet de partager notre musique instantanément sans devoir essayer de se magasiner un deal? Et il existe une merveilleuse plateforme qui s'appelle Bandcamp. Bandcamp, c'est selon moi un des plus beaux exemples de ce que l'Internet 2.0 a à offrir, c'est-à-dire c'est une esthétique super épurée qui a pour but principalement de présenter de la musique en ligne. Sur Bandcamp, tu peux choisir de vendre l'album, tu peux choisir de le donner gratuitement ou tu peux choisir de le mettre sous mode donation volontaire. C'est-à-dire la personne peut donner 0$ pour télécharger la musique gratuitement ou peut donner 2, 5, 10, le prix de son choix. Fait que nous, on a sorti notre premier album, 4,99, sur Bandcamp, puis on n'avait pas vraiment d'attente. On s'est juste dit, tant mieux, les gens vont pouvoir l'écouter. Et c'est là que, selon moi, les choses ont commencé à changer. L'album, vu qu'il était gratis, on ne se gênait pas pour en parler à nos amis. Nos amis, vu qu'il était gratis, ne se gênaient pas pour le télécharger. Les gens qui ont aimé ça,
Tu ne gênais pas pour en parler aux autres personnes parce que tu n'es pas achalant quand tu dis à quelqu'un « Hey, l'as-tu écouté le disque? Il est gratis. » Fait que la personne qui dit non, pas encore, il n'y a pas vraiment d'excuse à part peut-être pas avoir pris le temps. Fait que ce qu'on a remarqué au début, c'est que dans notre cercle immédiat, tout le monde parlait de ça, dans nos amis, tout le monde se le passait, etc. Puis le bouche à oreille grossit. Puis là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a un journaliste qui sait c'est quoi. On se rend compte qu'il y a des médias qui en parlent. Il y a un journaliste qui m'appelle pour une entrevue. Puis là, on réalise qu'est-ce qui est en train de se passer. Là. Il y a des gens qui sont intéressés à notre projet musical gratis. Mais moi, je me l'explique assez facilement. La plupart des disques qui sortent sont en disqués, sont représentés par une compagnie avec une équipe de relations publiques, une équipe de relations de presse, une équipe de gens qui font de la promotion, de la publicité. Fait qu'en tant que journaliste, toi, quand tu vois qu'il y a une compagnie qui sort un nouvel album, c'est comme un peu ta job d'en parler. Tu sais, ton boss t'a dit, il y a un groupe qui a sorti un album, faut que tu en parles, il est sous telle étiquette, etc. Mais quand toi, en tant que journaliste, tu vois passer le fait qu'il y a un groupe d'artistes qui ont sorti de quoi de gratuit, qui est pas relié à une compagnie, c'est 100% distribué de manière communautaire, mais le journaliste, il fait un vrai scoop journalistique quand il en parle. Il n'y a personne qui lui a demandé d'en parler. Alors, je pense que les journalistes ont été inspirés par ça, puis ils ont vu là-dedans une espèce d'autonomie du journaliste de décider de parler d'un sujet que probablement que leur boss leur aurait jamais demandé de parler de ça. Fait qu'on a vu notre premier album, 4,99, gagner beaucoup en popularité sur Internet, et il y a des offres de shows qui ont commencé à apparaître, et c'est là où mon premier statement dans la conférence devient plus logique. Notre album, vu qu'il était gratis, beaucoup de monde l'écoutait, et à cause de ça, des journalistes en ont parlé, à cause de ça, tu as des événements comme des festivals de musique qui ont entendu notre nom puis qui nous ont invités à venir à leur festival jouer un show. Mais on n'a pas fait la même chose avec le show qu'avec l'album. C'est là où même, on utilise même des fois le levier argumentatif du fait que l'album est gratis pour demander plus en show. Parce qu'on leur dit, quand vous faites votre promotion, vous pouvez inviter n'importe qui à découvrir On est qui, ils ont juste à aller écouter l'album ou le télécharger gratuitement. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Puis avec le succès qu'on a eu la première année, on a joué au Francophonie, on a joué au Festival d'été, on a joué à Oshéga, on est allé aux Îles-de-la-Madeleine, on a fait pas mal, quasiment toutes les scènes possibles à faire au Québec en d'un an. Puis on a fait de l'argent avec les shows. Puis là, tout à coup, il est arrivé quelque chose qui était, selon moi, très prévisible. C'est, il y a des gens qui sont venus cogner à notre porte, des gens de l'industrie du disque, qui nous ont dit « Wow, vous avez réussi à vous faire une super campagne de promotion pour votre groupe avec votre premier album. Maintenant, on va vous signer, vous voulez-tu? » Puis nous, on a comme fait « Ben, ça dépend. Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi l'affaire? » Puis là, ils disent « Ben là, on va vendre l'album, vous allez faire de l'argent, pas juste avec les shows, avec les CD aussi. » Puis là, moi, j'ai demandé combien d'argent on va faire avec ça. L'album se vend 14$ en magasin. 5-6$ vont à la distribution. Il y a 5-6$ qui se ramassent dans les poches de la compagnie de disques. Puis là, il y a grosso modo 2$ à séparer entre moi et mes 6 collègues. Fait que là, j'ai dit, grosso modo, ce que tu me demandes, c'est de planter une graine, arroser le sol, faire pousser des légumes, cueillir les légumes, les amener dans ma cuisine, cuisiner un plat, l'épicer. Toi, tu vas prendre une spatule, le mettre sur l'assiette, le donner à quelqu'un, puis t'es payé 4 fois plus que moi. Ça n'a pas de sens, c'est de l'exploitation. Mais la réalité derrière ça est très logique. C'est que l'industrie du disque, c'est quelque chose qui est né à une époque où c'était très coûteux d'enregistrer de la musique. Et donc, les gestionnaires avaient les moyens techniques. Des personnes d'affaires pouvaient investir dans des gros studios qui, aujourd'hui, ne coûtent pas grand-chose à créer dans son chez-soi. T'sais. Nous, toute notre musique, on l'enregistre chez un de mes chums qui s'est monté un studio. T'sais. Fait que, selon moi, l'industrie du disque demeure un vestige d'un modèle économique du 20e siècle, mais qui est plus logique aujourd'hui. Et donc, fort de ces expériences-là, on a refusé les contrats de disques qu'on a eus, parfois très avantageux, puis on a continué à donner notre musique gratuitement avec le deuxième projet, avec le troisième projet. À la longue, on s'est ramassé, on a fait le front page de la section culture du Devoir. Il y a les Inrock en France, un magazine très réputé de musique populaire qui a parlé de nous. Fact Magazine, un magazine britannique aussi a parlé. Et tout ça parce que la musique est tellement mobile. Fait que moi, à partir de tout ça, j'ai décidé de lâcher l'école, puis je me suis lancé dans l'aventure à la Claire ensemble. Sauf que, je me suis dit, ça, c'est pas assez. Il faudrait que j'aie un autre plan de backup. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai appris avec À la Claire ensemble? J'ai appris que tu n'es pas obligé de passer par un modèle dominant du marché
pour faire un show qui fonctionne. J'ai appris que le monde, le bouche à oreille, ils aiment vraiment ça. Puis j'ai appris que les réseaux sociaux, ça fonctionne mieux que les affiches puis la télé pour que le monde entende parler d'un événement. Fait que moi, qui est un grand fan d'improvisation, j'ai toujours beaucoup aimé l'improvisation. Je me suis dit, je veux créer un nouveau show qui remodèle l'impro, qui fait des nouvelles, qui présente un nouveau spectacle d'impro. Je voulais épurer l'impro, en faire un spectacle professionnel. Et avec mes collègues, j'ai formé... Pardon? Je me suis trompé de slide. Ça, c'est une slide où on voit qu'à la Claire Ensemble était dans la tournée Sirius à la fin du mois d'août dernier. On était le seul artiste ici dans cette tournée-là qui ne vend pas ses albums en magasin. Comme vous pouvez voir, il y a Cœur de Pirate, Les Trois Accords, Vincent Vallière, des artistes qui font quand même des très bonnes ventes en magasin. Mais pour en revenir au Punch Club, en fait, le Punch Club, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va éliminer toutes les choses qu'on n'aime pas dans l'impro. On va mettre notre modèle de l'avant, comme on a un peu fait avec À la Claire. Ce que ça a donné, c'est qu'on a inventé le Street Impro. Le Street Impro, c'est 3 versus 3, 0 règles, puis la victoire égale de l'argent. Fait qu'on voulait créer un modèle économique de l'impro. Encore une fois, on a approché tous les acteurs, tous les improvisateurs via Internet, via les réseaux sociaux. Il y a eu un engouement de la part des joueurs. Ils sont allés voir le punchclub.com, ils ont vu à quoi ça consistait. Et 1 an et demi après la création du Punch Club, on a Salomé Corbeau, Réal Bossé, Antoine Vézina et Tammy Verge qui sont venus jouer dans notre show. Et le Punch Club continue encore aujourd'hui à présenter mensuellement à Québec et à Montréal des spectacles d'improvisation professionnels avec des comédiens professionnels. Donc, on est en train de créer le vrai premier modèle économique de l'improvisation théâtrale au Québec, parce que la LNI, qui est supposée l'être, en fait, ce n'est pas vraiment, parce que c'est à but non lucratif. Donc, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas nécessairement un modèle économique. Nous, on ne se gêne pas de le dire. Le Punch Club, on veut que les gens en vivent de l'impro, parce qu'en ce moment, les gens en vivent pas de l'impro au Québec. Donc, tout ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, finalement, là, c'est pas pour vous dire signez pas de record label puis passez obligatoirement par Internet pour promouvoir votre show. Moi, ce que j'ai venu vous dire, c'est que Internet aujourd'hui, c'est l'outil numéro 1 pour changer de paradigme. Puis le changement de paradigme, c'est la chose la plus importante dans toutes les crises que les humains peuvent faire face. Le changement de paradigme, c'est ce qui nous permet de nous adapter, c'est ce qui nous permet d'explorer les nouvelles frontières, c'est ce qui nous permet de comprendre c'est quoi les nouveaux outils qu'il y a devant nous, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les circonstances vont changer, puis qu'un ancien modèle ne fera plus l'affaire. Et être bon dans le changement de paradigme, ça nous permet de revirer de bord plus vite et d'explorer les nouvelles possibilités. Merci beaucoup. Salutations, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Je suis Robert Nelson, le président de la République libre du Bas-Canada, et je fais partie de la troupe de post-rigodon bas-canadienne à la Claire Ensemble. Le post-rigodon, si vous vous demandez c'est quoi, ben c'est la rencontre entre les traditions orales bas-canadiennes et les musiques contemporaines américaines. Puis moi, ce que je m'en vais vous faire là, ben c'est un petit acapella d'une tonne de post-rigodon qui s'appelle Dorothée. Fait que si au courant de la chanson, vous vous sentez inspiré de taper du pied haut des mains pour donner le rythme, eh bien, je vous invite à le faire dans l'allégresse et de bon cœur. On va partir direct comme ça, ma gang de mince. Qui? 3, 4. Qu'est-ce que tu fais là, buddy? Voler à un œuf, c'est pas voler. Si tu l'as donné au bœuf du gars à qui tu l'as pas volé. Dorothée, prépare-toi, on s'en va se dorloter comme qu'il faisait à l'ancienne. Ta robe avec un trou parce que c'est taché dans le shed. Parquet dans grève, 12 frères et sœurs, toutes des filles. Pousse le trailer comme tu pousses tes chenilles sur ta motoneige beige. J'suis pas obèse, j'pèse 150 livres, j'en ai juste lu 2. J'suis en train de mentir, moi les lire plus vieux quand j'aurai 30 ans. C'est moi qui sens de même, non c'est pas de l'encens. Pis ben si tu m'aimes, fais-moi donc des enfants. 2 par année, avant il était propre, pas toujours nul le canapé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton karaté? Hein? Robert Nelson, ma votre Maganil, grand, toujours ben direct, sors de l'or du boîte à chouclac pis jamais du guichet. Fallait du business, fait que j'ai parti le point. Comme, va donc là-dessus, tu vas te coucher moins. Folle, touche à mon par-dessus, tu vas couper ton fun. J'ai envie de dessiner, dis-moi ils sont où tes bonbonnes. Puis laisse-moi décider si tu veux pas un coup. Bout de trombone, mange tes croûtes, ils sont bonnes jusqu'à mercredi prochain.
plein de petits pépins dans mes légumes. Y'a rien dans tes écumes, tu manges rien que des prunes. Moi, j'fume des brindilles vertes, toi t'en as rien des brunes. So, dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais là, buddy? Voler un œuf, c'est pas voler. Si tu l'as donné au bœuf du gars à qui tu l'as pas volé. Qu'est-ce que tu fais là, buddy? Voler un œuf, c'est pas voler. Si tu l'as donné au bœuf du gars à qui tu l'as pas volé. Merci, ma gang de Weiss!